Salut Low Fuel, c'est probablement le sujet qu'on m'a le plus demandé de couvrir. J'y ai mis le temps, j'ai essayé de faire ça bien. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir quand on rêve de devenir pilote d'hélicoptère privé. Je voudrais la dédier à mes amis Morgan et Philippe qui préparent leur PPLH et viennent tous deux d'être lâchés solo plateforme sur le Fox Hotel Victor Novembre Echo. Félicitations les amis. Merde! Low fuel! Dans cette vidéo, je commence par écarter quelques idées reçues bien enracinées, puis vous explique la formation et vous dis combien ça coûte. Enfin, je vous donne mes conseils pour réussir votre formation et choisir la bonne école. Pas les conneries qui coulent de source qu'on trouve dans toutes les vidéos sur le sujet. Non, de vrais bons conseils, fruits de mes plus de 20 ans comme élève pilote, en planeur, en avion, en hélicoptère, puis en avion IFR. Je ne couvre que les licences de pilote privé d'hélicoptère couvertes par le règlement numéro 1178/2011 de l'Union européenne. En gros, si vous vivez en Europe, que vous aimez les hélicoptères et que vous voulez savoir quoi faire pour pouvoir en piloter un pour le plaisir, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement, on en a pour un petit moment. Une dernière chose, comme d'habitude, je ne suis pas instructeur et comme eux, je peux dire des bêtises. Donc reportez-vous toujours à la réglementation pour être sûr. Autre chose, cette vidéo a été enregistrée en avril 2022. Pensez à vérifier que les informations sont toujours valables si vous la regardez en 2050. Je vais commencer par essayer de tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur la licence de pilote d'hélicoptère. Impossible de parler hélicoptère sans que ces questions sortent. Autant y répondre d'entrée de jeu. Idée reçue numéro 1, il faut être bon en maths pour piloter. Faux, voler n'est pas réservé aux têtes d'ampoule et aucun niveau d'études minimum n'est exigé. Vous aurez bien sûr besoin de quelques notions de mathématiques, mais elles peuvent tout à fait être acquises durant la formation théorique que vous suivrez pour obtenir votre licence. En tout état de cause, un niveau de collège en maths suffit amplement pour passer une licence de pilote privé d'hélicoptère. Idée reçue numéro 2, il faut avoir une vue parfaite pour piloter. Faux, il y a bien sûr des défauts de vue rédhibitoires, mais porter des lunettes n'est par exemple absolument pas un frein pour piloter un hélicoptère. Idée reçue numéro 3. Maintenir sa licence coûte très cher. Faux, relativement faux. Vous pouvez maintenir une licence de pilote d'hélicoptère en volant seulement 2 heures par an, vol de prorogation annuelle compris. Il est donc possible de conserver votre licence si vos moyens ou votre agenda ne vous permettent pas de voler régulièrement. Cela dit, je trouverais irresponsable de voler en solo, à plus forte raison avec des passagers, en ne volant pas régulièrement. Je dirais au minimum une fois par mois. Il existe 2 licences de pilote privé d'hélicoptère. La LAPL-H, Light Aircraft Pilot License, et la PPL-H, Private Pilot License. Vous ne pouvez pas détenir ces 2 licences en même temps. Ça ne servira à rien de toute façon. Au passage, il s'agit d'une licence. Dans les 2 cas, on dit donc une LAPL-H ou une PPL-H. En résumé, l'examen théorique est le même pour les 2 licences et la partie formation en vol de la LAPL-H dure 5 heures de moins que celle de la PPL-H. Pas une énorme différence. Les restrictions de privilège de la LAPL-H par rapport à la PPL-H, en revanche, sont assez sévères. Pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, je vous donne les plus importantes avec une LAPL-H. Vous ne pourrez piloter que des hélicoptères monomoteurs à piston ayant une masse max au décollage inférieure ou égale à 2 tonnes, ça veut dire pas de turbine. Vous ne pourrez emmener que 3 passagers, vous ne pourrez voler que dans les pays reconnaissant la LAPL-H, c'est-à-dire les pays européens membres de l'EASA. Pour l'anecdote, en France, en 2019, une LAPL-H a été passée pour 83 PPL-H. Pas de grande différence en termes de travail à fournir, moins de 10% de différence en termes de coûts, d'importantes restrictions, j'ai choisi de la laisser de côté pour me concentrer sur celle que je vous recommande de passer, la PPL-H. Il n'y a pas d'âge limite pour débuter une formation de pilote. Les limites sont plutôt celles du bon sens. À 5 ans, on a les jambes un peu courtes pour atteindre les palonniers. Vous ne pourrez cependant pas voler en solo avant le jour de vos 16 ans et vous devrez avoir 17 ans révolus pour être autorisé à passer votre examen pratique en vol. Oui, vous avez bien compris, on peut avoir sa licence de pilote d'hélicoptère 1 an avant d'avoir son permis de conduire. Je rappelle que pour le planeur, c'est 14 ans pour le lâcher et 16 ans pour la licence, ce qui me fait encore une fois dire que le planeur est la meilleure formation possible
pour devenir pilote. Et si vous vous dites que c'est dangereux, je préfère 1000 fois voir mon gamin de 14 ans aux commandes d'un planeur qu'au guidon d'un scooter. Comme pour beaucoup d'activités sportives, pour devenir pilote, il vous faudra un certificat médical. Les risques pour vous et les autres étant autrement plus importants que pour le badminton, seuls les médecins aéronautiques agréés pourront vous la délivrer. Pour obtenir une PPLH, vous aurez besoin au minimum d'un certificat médical de classe 2. En France, la DGAC maintient une liste des médecins et des centres aéromédicaux agréés pour la délivrance de certificats médicaux aéronautiques. Les liens vers ces deux listes sont dans la description de la vidéo. Rien ne vous empêche de commencer votre formation sans disposer de ce certificat médical. Mais vous devrez impérativement l'obtenir avant de pouvoir effectuer votre premier vol en solo. Le certificat médical de classe 2 a une durée de validité qui dépend de votre âge. 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, 2 ans entre 40 et 50 ans et 1 an à partir de 50 ans. En conséquence, un certificat médical délivré avant 40 ans cesse d'être valable quand vous atteignez 42 ans par exemple. En fonction de votre âge, vous devrez donc proroger, c'est-à-dire prolonger votre certificat médical tous les 1, 2 ou 5 ans. Il est bon de savoir que vous pouvez effectuer un examen de renouvellement de votre certificat médical jusqu'à 45 jours avant sa date d'expiration. Le médecin peut relever un certain nombre de limitations et vous délivrer quand même votre certificat médical en y reportant ces limitations. Par exemple, si vous avez besoin de verres correcteurs, il vous faudra porter des lunettes en vol et emporter une paire de secours. Si vous avez des difficultés à discerner les couleurs, cette limitation reportée sur votre classe 2 vous permettra de voler 2 jours, mais pas de passer votre qualification au vol de nuit. Pour obtenir votre licence de pilote d'hélicoptère, à l'issue de votre formation, vous devrez passer avec succès un examen théorique sous forme de QCM et un examen pratique en vol. Quand on y pense, c'est exactement comme pour le permis de conduire. Vous passez le code, puis vous passez la conduite. Il est difficile de donner une durée pour cette formation tant elle dépend de votre disponibilité et de vos moyens financiers. Mais vous pouvez tabler entre 9 et 24 mois en moyenne. Pour l'anecdote, 2 de mes amis ont passé leur licence PPL-H avec succès en moins d'1 mois. Ils étaient déjà tous 2 pilotes avions, mais la performance reste impressionnante. En dehors des cours théoriques et de la lecture du manuel, il est possible de s'entraîner en ligne au QCM. Les banques de questions sont les mêmes que celles de l'examen théorique que vous aurez à passer. Il est donc recommandé de les repasser jusqu'à avoir bien compris la logique des questions et mémoriser les pièges qui ne manquent pas, pédagogie à la française oblige. C'est généralement votre école de pilotage, DTO ou ATO, qui vous inscrit à l'examen théorique. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous présenter à l'examen sans un document de recommandation délivré par votre école, attestant que vous avez bien suivi la formation théorique. Il est important de déterminer avec votre instructeur à quel rythme vous souhaitez avancer dans votre formation, afin de ne pas vous retrouver bloqué dans votre progression parce que vous n'avez pas encore votre théorique. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qu'on ne peut pas présenter à leur examen pratique en vol parce qu'ils n'ont pas encore obtenu l'examen théorique. L'examen théorique se déroule en 2 épreuves et 9 sujets sous forme de QCM présentés sur un ordinateur. Dans l'épreuve commune à l'avion et l'hélicoptère, d'une durée d'1h15 et comportant 48 questions, on trouve les sujets réglementation, performance humaine, météorologie et communication. Dans l'épreuve spécifique à l'hélicoptère, d'une durée d'1h55 et comportant 72 questions, on trouve les sujets principe du vol, procédure opérationnelle, performance opérationnelle, navigation et connaissance générale de l'hélicoptère, soit au total 120 questions sur une durée de 3h10. Pour valider votre examen théorique, vous devez avoir obtenu un score d'au moins 75% à chacune des épreuves. Une fois votre examen théorique obtenu, vous avez 24 mois pour passer l'examen pratique en vol. Au-delà, il faudra repasser l'examen théorique. La formation pratique, c'est ce que vous attendiez. Prendre les commandes, découvrir la sensation de voler à l'arrêt, à ras du sol, de mater petit à petit la bête rebelle. 45 heures d'instruction en vol, incluant au minimum 25 heures avec instructeur à bord et 10 heures en vol solo supervisé. Une fois un minimum à l'aise, généralement après 20 ou 25 heures d'instruction, votre instructeur vous lâchera pour un premier solo en stationnaire, juste sous ses yeux. Après quelques heures supplémentaires, en double commande, vous partirez pour vos premiers tours de piste en solo, le grand frisson. Vers la fin de votre formation, votre instructeur vous enverra en navigation solo. Et je peux vous dire que le mot solo est bien choisi, on se sent un peu seul la première fois. Sur ces 45 heures, si vous êtes déjà détenteur d'une licence LAPL ou PPL de pilote d'avion, vous pourrez bénéficier d'un crédit de 10% de vos heures commandant de bord avec un maximum de 6 heures. Si tout se passe sans accroc, le minimum d'heures pour obtenir une PPLH est donc de 39 heures. Une fois votre formation pratique terminée, il n'y a plus qu'à passer le test. Rassurez-vous, si votre instructeur vous présente, c'est que vous avez largement le niveau. Rappelez-vous, pour pouvoir présenter l'examen pratique en vol, vous devez disposer d'un examen théorique réussi
de moins de 24 mois. Comme pour l'examen théorique, c'est votre école de pilotage qui vous recommande et programme votre examen. Vous serez testé soit par un examinateur de la DGAC, soit par un examinateur qui peut d'ailleurs avoir participé à votre formation, à condition qu'il en ait effectué moins de 20%. L'examen pratique est découpé en 5 sections qui couvrent l'ensemble des opérations au sol et en vol liées à un vol. Contrôle et vérification avant le vol et après le vol, manœuvre en vol stationnaire, manœuvre avancée et zone exiguë, navigation et procédure en route, procédure et manœuvre en vol, procédure anormale et d'urgence. Chaque section comporte des rubriques. L'échec à une rubrique entraîne l'échec à la section complète. Si vous échouez à une section, vous pourrez la repasser séparément. Au-delà, vous devrez repasser l'examen complet. Si vous échouez à l'examen 2 fois, vous devrez effectuer de nouvelles heures en instruction avant de pouvoir le représenter. L'examen pratique débute au sol par une revue du dossier de vol que vous avez constitué et une série de questions afin de vérifier que vous connaissez bien votre aéronef, mais aussi que vous êtes autonome dans la préparation et la gestion administrative du vol. La partie navigation du test comporte au minimum 3 étapes, chacune d'une durée minimale de 10 minutes. Ensuite, vous serez testé sur un long vol de navigation connu à l'avance. La majorité du temps, votre instructeur vous fera effectuer ce vol quelques jours avant, afin que vous soyez plus à l'aise le jour de l'examen. Durant ce vol, l'examinateur pourra à tout moment vous dérouter ou déclencher une panne virtuelle bien sûr sur l'hélicoptère. Si vous êtes reçu au test, vous obtiendrez une licence de pilote d'hélicoptère PPL-H et une qualification de type pour l'hélicoptère sur lequel vous avez fait la majeure partie de votre formation. On en reparle plus loin. Toutes ces images ont quelque chose en commun. Vous ne pourrez pas faire ça avec votre licence de pilote. Déçu, je vous explique. En gros, une licence de pilote d'hélicoptère vous permet de faire, avec le type d'hélicoptère sur lequel vous avez fait votre formation, ce que vous pourriez faire en avion avec une licence de pilote d'avion pour beaucoup moins cher. La licence d'hélico, c'est un peu comme quand vous allez chez Apple. Il y a des options, mais elles sont indispensables. Je ferai une vidéo spécifique sur ces options, mais sachez que pour voler sur un autre type d'hélicoptère, il vous faudra une formation additionnelle, plus embêtant encore. Pour frimer et vous poser dans le jardin de vos amis, il faudra attendre minimum 70 heures de vol et passer une formation spécifique à l'atterrissage sur hélisurface. J'en parle plus en détail dans cette vidéo si ça vous intéresse. Une fois votre licence obtenue, il faut la conserver. Elle reste valable aussi longtemps que vous gardez une qualification de type valable. Pour ça, vous devez subir un test de compétences annuel avec instructeur et voler au minimum 2 heures dans l'année, test inclus. Allez, on parle argent. Parce que je sais bien que c'est le sujet qui empêche la majorité des gens de se lancer, même quand ils sont déjà pilotes d'avion ou ULM. Les coûts que je vais vous donner sont les coûts minimaux pour le passage d'une licence. Comme pour le permis de conduire, certaines personnes auront besoin de plus d'heures que d'autres et ça coûtera donc plus cher, forcément. En France, si vous partez de zéro, une PPL-H sur hélicoptère biplace à piston vous coûtera entre 15 000 et 25 000 euros selon la zone géographique et l'hélicoptère sur lequel vous ferez votre instruction. Surtout, ne perdez pas de vue que même s'il est confortable de disposer de la somme totale avant de commencer, afin de ne pas ralentir sa formation, il est aussi possible de ne la financer qu'au fur et à mesure. Au lieu de vous payer une voiture de kéké qui sera démodée dans 2 ans, payez-vous un brevet d'hélico. S'il y a une chose qui peut réduire le prix de votre licence à tarif de l'heure de vol égal, c'est bien celle-là. Alors écoutez bien. Le temps de vol, c'est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle les pales du rotor commencent à tourner et celle à laquelle elles s'immobilisent. C'est ce temps-là qui va compter pour votre formation. C'est aussi ce temps-là que la majorité des écoles va vous facturer. Pourtant, le coût de l'hélicoptère s'évalue non pas sur cette durée, mais sur un compteur mécanique qui est toujours inférieur à ce temps. Pour un vol de formation, il peut facilement y avoir 15 minutes de différence entre ces deux durées. À plusieurs centaines d'euros de l'heure, ça fait une sacrée différence sur une formation complète. Des écoles facturent au compteur mécanique, c'est une économie très importante pour l'élève pilote. Bon à savoir également, certaines écoles vous factureront un forfait pour mutualiser le coût de la franchise en cas d'accident. Seul souci, c'est non remboursable, même s'il n'y a pas d'accident. Enfin, si vous passez votre licence en région parisienne, vous aurez à faire un minimum d'heures plus important qu'ailleurs. C'est dû au fait que la majorité des aérodromes de région parisienne interdisent les tours de piste locaux. C'est la DGAC qui impose cela, pas votre école. Passer son brevet à l'étranger, par exemple aux US ou au Canada, représente a priori une belle économie. Mais à moins de voler sur un hélicoptère immatriculé aux USA, vous ne pourrez pas voler en France avec ce type de licence. Cela dit, l'étranger ne se résume pas aux US et au Canada. Vous pouvez tout à fait passer votre PPL-H dans n'importe quel pays d'Europe et cela peut réellement représenter une économie substantielle. À titre d'exemple, j'ai passé ma qualification de type Cabri G2 en République tchèque.
Pas pour des raisons de budget, mais elle m'a néanmoins coûté bien moins cher qu'en France. On vous vantera souvent la licence d'hélicoptère du LM Classe 6 comme une alternative économique à la PPL-H. Je la comparerais d'ailleurs plutôt à la LAPL-H. Pour commencer, ayez bien en tête qu'une licence classe 6 vous cantonne au pilotage d'hélicoptères ULM et donc biplace, ce qui n'est pas forcément un problème si vous en êtes conscient. Étant donné qu'il n'existe aucun minimum d'heures pour avoir sa licence classe 6, le prix d'appel est très souvent calculé sur une trentaine d'heures de vol, ce qui dans la majorité des cas s'avère très insuffisant pour piloter un hélicoptère en sécurité. Comparez donc le prix de l'heure et pas le prix global de la licence. C'est comme au supermarché, si on n'a pas le prix au kilo, c'est compliqué de comparer. Alors quel que soit le type de licence que vous avez choisi de passer, demandez un devis qui vous donne séparément les coûts pour les frais d'inscription, la formation théorique au sol, les frais de présentation au test théorique, l'heure de vol avec instructeur, l'heure de vol solo, les frais de présentation au test pratique et tous les autres frais annexes. Assurez-vous également de bien vous faire préciser le mode de facturation des heures de vol. On a vu que la différence entre la facturation bloc et la facturation compteur mécanique peut peser très cher dans le budget. Maintenant, je vais vous donner mes conseils perso parce que je ne suis peut-être pas instructeur, mais j'ai été élève beaucoup, longtemps. Ne visez pas la formation la plus courte possible. Vous rêvez de voler, ok, mais voler avec un instructeur, c'est déjà voler, avec le précieux bonus de pouvoir faire des erreurs sans conséquence. Soyez régulier. Volez idéalement 1 à 2 fois par semaine. Si votre agenda ou vos moyens ne vous le permettent pas, au minimum tous les 15 jours. Si vous laissez passer trop de temps entre vos leçons, vous aurez du mal à progresser et la frustration risque de vous pousser à abandonner votre beau projet. Ne mettez pas votre formation entre parenthèses l'hiver parce que vous voyez du mauvais temps. Une grande partie de celle-ci ne nécessitera même pas de quitter l'aérodrome. En hélico, on peut voler quasi tous les jours. Essayez autant que possible de voler toujours avec le même instructeur, particulièrement au début de votre formation, même si votre progression est consignée dans un livret pédagogique. Changer trop souvent d'instructeur ralentit votre formation et s'avère souvent frustrant. Si ça ne passe pas avec votre instructeur, essayez de lui en parler. S'il n'y a pas d'évolution, ne gâchez pas votre plaisir et changez-en le plus tôt possible. Réunissez au moins une partie de l'argent avant de commencer. Si l'argent vous ralentit dans le rythme de progression que vous avez choisi, vous risquez de voler moins souvent que prévu, donc d'avoir besoin de plus d'heures, donc de dépenser plus d'argent que prévu. Passez du temps dans l'hélicoptère, au sol, à réviser les instruments, les commandes, les procédures de vol, de mise en route, de coupure. C'est gratuit et ça vous fera gagner des heures. Essayez d'effectuer vous-même le maximum d'opérations, dès que possible. Ouverture du hangar, manipulation de l'hélicoptère au sol, avitaillement, prévol, remplissage du carnet de vol, etc. Ce sont des compétences que vous serez content d'avoir acquises quand vous partirez seul. Les instructeurs ont généralement tendance à le faire à votre place pour gagner du temps. Si vous avez le choix, préférez un terrain contrôlé, le plus complexe possible. Vous mettrez peut-être un tout petit peu plus de temps à vous y sentir à l'aise, mais cette expérience vous permettra, une fois breveté, de ne pas renoncer à des vols passionnants sous prétexte que la zone où vous avez envie d'aller est un peu complexe. De toute façon, dans les premiers temps, c'est votre instructeur qui gérera cet aspect du vol. Mais l'air de rien, vous allez acquérir l'habitude des zones et du contrôle, et ça, c'est important. Choisissez si possible une école qui exploite plusieurs hélicoptères du même type que celui sur lequel vous allez effectuer votre formation. De cette manière, vous pourrez continuer à voler, même quand l'un d'eux part en maintenance. Sauf si votre poids vous y oblige, il est inutile de faire votre formation sur un hélicoptère 4 places ou à turbine. Vous pourrez passer ces qualifications de type après la licence. De plus, apprendre sur un petit hélicoptère vous donnera un pilotage plus fin et une meilleure conscience des limites. Et apprendre à piloter sur les hélicoptères de low fuel, c'est possible? Eh bien oui. Mon gimbal Cabri G2 que vous voyez dans les vidéos est l'hélicoptère biplace le plus sûr du monde et l'un des meilleurs pour apprendre à piloter. Et ça tombe bien, il est en exploitation dans plusieurs écoles de pilotage à l'aérodrome de Toussus-le-Noble. N'hésitez donc pas à m'envoyer un message privé, je vous mettrai en contact avec nos instructeurs partenaires. Si vous pensez à devenir pilote, ou même si vous êtes simplement fasciné par les hélicoptères, venez nous rejoindre les 14 et 15 mai 2022 à Cholet pour l'Hélico, le plus grand événement hélicoptère d'Europe. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo pour éviter qu'elle ressemble à tout ce qu'on peut trouver sur le net. Des infos incomplètes, imprécises, voire fausses. J'espère avoir réussi l'exploit de ne dire aucune connerie. Dans le cas où on en découvrirait après la sortie de la vidéo, on les corrigerait dans un commentaire épinglé sous la vidéo. Allez jeter un coup d'œil au cas où. Pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai dû lire l'Aircrew. Je vous lis un extrait, vous allez comprendre de quoi on parle.
Nonobstant les privilèges des titulaires de licence définis à l'annexe 1 du présent règlement, les titulaires de licence de pilote délivrée conformément à la sous-partie B ou C de l'annexe 1 du présent règlement peuvent effectuer les vols visés à l'article 6, paragraphe 4.a du règlement UE numéro 965-2012. Rien que pour ça, vous devriez liker, commenter, partager et vous abonner à Low Fuel. Merci à mes amis Grégoire, Axel, dont je vous recommande chaudement la chaîne YouTube LC41, et Morgane pour la relecture et les commentaires. C'était Low Fuel. Merci de votre fidélité et à bientôt.